Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre présence pour la présentation de ce rapport de la commission que le Club des juristes a constitué pour traiter de l'activisme actionnarial. Alors, c'est un sujet qui a pas mal intéressé l'actualité au cours des derniers mois ou des années récentes. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Quand on regarde la littérature, on voit que cette problématique s'est posée aux États-Unis depuis de nombreuses décades. Il y a énormément de travaux, de recherche académique sur le sujet. Il s'est développé, comme vous le savez, plus récemment en Europe et en particulier en France. Et l'actualité du sujet a été nourrie par quelques affaires emblématiques qui ont fait qu'au printemps, différentes initiatives ou propos ont été engagés ou tenus sur ce thème. Alors, le Club des juristes a décidé de créer une commission travaillant selon la méthode qui est généralement celle du club, c'est-à-dire une commission pluridisciplinaire composée d'une douzaine de membres dont certains sont ici et qui représentent, je dirais, à la fois des sensibilités, des compétences différentes et complémentaires, des entreprises, des investisseurs, des intermédiaires, des académiques. Nous avons en outre procédé à des auditions à l'étranger par voie téléphonique avec des grands acteurs de ce sujet. Nous avons également eu avec nous dans nos travaux, mais qui ne sont en aucune manière engagés par nos travaux, les autorités intéressées par le sujet, qui étaient là en tant qu'observateurs, l'autorité des marchés financiers, la Direction générale du Trésor, la chancellerie. La commission a fonctionné essentiellement à base d'auditions et également à partir d'un questionnaire qui a été adressé à plusieurs centaines d'entreprises européennes et pour lequel nous avons eu un peu plus de 200 réponses qui nous ont permis d'avoir une vision un peu par une sorte de sondage de la façon dont les entreprises percevaient aujourd'hui en Europe cette problématique de l'activisme actionnarial. Au cours de ces auditions, nous avons échangé avec nos différents partenaires, nous avons entendu les différents points de vue, et puis nous avons bien entendu délibéré entre nous pour essayer de parvenir aux conclusions qui vous sont aujourd'hui présentées. Alors, quelle a été notre démarche méthodologique? La première tentative que nous avons faite, ça a été de voir si on pouvait identifier l'activisme actionnarial comme une sorte de catégorie juridique à laquelle auraient pu éventuellement s'appliquer des dispositions si nécessaire pour répondre aux questions qui étaient posées. Et il était très clair que ce n'est pas le cas. L'activisme actionnarial est en réalité, au moins au départ, un dispositif par lequel des actionnaires décident de s'engager de manière particulièrement active sur la problématique d'une entreprise en utilisant les droits et les outils des minoritaires, avec des stratégies évidemment très très différentes, longues, short, avec des tailles d'intervenants différentes, avec certains d'entre eux très spécialisés, d'autres qui ne le sont pas. Et par conséquent, très vite, nous sommes parvenus à l'idée que essayer de saisir le sujet comme une sorte de catégorie à entre guillemets réguler n'était pas pertinent. Au demeurant, à l'occasion des débats que nous avons eus sur cette problématique de l'identification, nous sommes tous tombés d'accord très vite pour dire que notre but n'était pas de nous prononcer sur les mérites ou sur les inconvénients en soi de l'activisme actionnarial. Nous sommes tous d'accord pour dire que dans un système de marché financier, avec un dispositif dans lequel les entreprises font appel à l'épargne, émettent du papier et reposent sur le fonctionnement d'une gouvernance au cœur de laquelle se trouvent les actionnaires, il est normal, il est sain que les actionnaires soient engagés et soient actifs. Et donc nous ne nous sommes pas du tout engagés sur ce débat-là. Nous nous sommes très vite positionnés, là aussi de manière unanime, sur le thème de l'identification des comportements qui,
au cours des batailles activistes pourrait éventuellement être préjudiciable au bon fonctionnement du marché, à la loyauté des échanges, à la transparence de l'information donnée au marché. Donc nous avons tout de suite décidé de nous centrer sur cette problématique. Et partant de là, très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'au fond, il y avait deux étapes pour simplifier dans la façon dont les opérations d'activisme actionnarial pouvaient se dérouler. Une première étape dont on ne parle pas, et par définition, puisqu'on n'en connaît ni le contenu, ni le déroulement, ni les modalités, qui est au fond la période pendant laquelle les activistes prennent contact avec les entreprises et engage avec elle un dialogue qui a pour objet d'essayer de convaincre ces entreprises du bien fondé de la thèse défendue par l'actionnaire. Et que la vraie question en réalité qui était posée pour le bon fonctionnement du marché, pour les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'était au fond le moment où l'activiste changeait un peu de nature par rapport à ce que sont d'une manière générale les actionnaires, en devenant un acteur public, un acteur engagé, qui prenait parti dans une campagne publique qu'il avait déclenchée, avec comme objectif de fédérer autour de sa thèse les positions d'autres acteurs, et en particulier des acteurs que sont les gérants d'actifs indiciels, les gérants dits passifs, qui n'agissent pas en général proprio motu sur une entreprise particulière, mais qui en revanche peuvent être intéressés en positif ou en négatif par les positions que peuvent prendre les activistes. Et par parenthèse, quand on a regardé l'évolution du phénomène de l'activisme, on a été assez frappé par l'espèce de corrélation, elle n'est certainement pas statistique, mais la conjonction qui existe entre la montée en puissance de la gestion dite passive, de la gestion indicielle, et la montée de l'activisme, qui au contraire est une gestion très centrée, très ciblée, avec des investissements relativement lourds sur chacune des entreprises qui fait l'objet des examens des dix activistes. Et cette relation doit être présente à l'esprit quand on parle du sujet, et en particulier quand on se pose la question de la campagne. Alors, à partir de là, nous avons essayé d'identifier les griefs que, d'un côté, les entreprises, de l'autre côté, les actionnaires activistes que nous avons entendus, c'est-à-dire principalement les fonds que vous connaissez, se font les uns aux autres. Nous les avons écoutés, nous ne nous prononçons pas sur les mérites de ces griefs. Bien entendu, nous n'examinons pas les débats en cours sur des entreprises particulières, mais ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait deux choses assez surprenantes finalement. La première, c'est que les différents acteurs sont extrêmement prudents au regard de nouvelles législations ou de nouvelles réglementations venant modifier assez profondément le fonctionnement du marché. Et ceci a été exprimé par les uns comme par les autres. Il y a au cours des dernières années eu des trésors de réglementation en matière de fonctionnement du marché. Et bien que le débat soit vif et les reproches souvent assez violents, pour autant, il y a une assez grande réserve de la part de l'ensemble des joueurs quant à l'idée, en quelque sorte, de réformer fondamentalement. Et bien entendu, nous avons également pris en compte le fait que, à supposer que nous ayons cette tentation, une partie très importante du dispositif d'encadrement législatif et réglementaire relève maintenant de la législation européenne quand elle ne relève pas de la compétition internationale entre places, et qu'il fallait être prudent dans cette affaire au regard des intérêts de la place de Paris. Alors, tout ceci nous a conduit à penser qu'il y avait matière à agir. La tension qui existe et les questions qui ont été soulevées nous ont conduit à penser qu'il fallait essayer d'aller plus au fond des choses et voir ce que nous pouvions faire pour porter remède, enfin proposer de porter remède à ces excès ou à ces difficultés qui pouvaient se poser ici ou là. Et très clairement, toute la première partie de notre réflexion
c'est ancré sur la campagne. Au fond, ce qui fait la différence fondamentale entre l'activiste et l'actionnaire généralement quelconque, c'est le moment où l'activiste se pose en acteur public et, à travers la publicité de son action, veut mobiliser autour de lui d'autres acteurs. Ce qui le conduit à communiquer et à solliciter et à agir pour persuader dans un cadre public. Donc nous nous sommes centrés sur l'encadrement éventuel de la campagne activiste, en constatant que les activistes commençaient par prendre des positions, que les conditions dans lesquelles aujourd'hui ces positions étaient prises n'étaient pas toujours parfaitement transparentes et parfaitement comprises, qu'elles pouvaient être en plus évolutives dans le temps. Et donc sur ce premier sujet de la campagne, nous sommes proposés de voir si on pouvait accroître la transparence de la prise de position en partant de cette idée simple que pour avoir légitimité à agir, il fallait être réellement exposé et que cette exposition devait être cohérente, qu'on ne devait pas prendre des positions, par exemple, qui étaient contraires à la communication que l'on faisait par ailleurs. Donc les premières recommandations sur lesquelles Benjamin Kanovich reviendra plus en détail, car il est plus compétent que moi, les premières recommandations portent sur cette problématique des conditions dans lesquelles sont bâties les positions et des conditions dans lesquelles elles sont connues. La deuxième série de recommandations que nous faisons porte précisément sur la communication elle-même. Et là, on voit bien que le sujet qui se pose, c'est celui au fond de la transparence et de l'objectivité de cette information. Comment sont conçus les white papers, quelles sont les justifications qui sont apportées aux affirmations qui sont posées par les actionnaires. Et on voit bien que, au fond, nous sommes assez proches du domaine de l'analyse financière. Nous sommes également assez proches des problématiques de la sollicitation qui, comme vous le savez, sont encadrées par des réglementations d'ailleurs européennes dont on pourrait s'inspirer pour régulariser en quelque sorte, polisser entre guillemets les conditions de l'information pour les activistes. Dans le même ordre d'idées, et ce sera peut-être la dernière remarque sur ce premier chapitre de la campagne, on s'est bien entendu poser la question du droit de vote. Et la question n'est pas nouvelle, elle avait été évoquée, j'en ai le lointain souvenir, par une commission présidée par Yves Mention il y a quelques années. Yves Mention avait conclu qu'il était nécessaire d'interdire l'utilisation du droit de vote par l'effet du préemprunt de titre. C'est une question délicate juridiquement, comme vous le savez sans doute, le préemprunt de titre en réalité est un prêt de consommation qui se traduit par un transfert de propriété. Donc ce transfert de propriété à première vue entraîne la liberté d'utiliser le droit de vote. Néanmoins, il est un peu paradoxal, puisque dans l'esprit de tout le monde, on est bien dans un acte de prêt. Il est un peu paradoxal que le locataire vote à la place du propriétaire. Et donc nous proposons d'examiner la possibilité soit de réglementer le droit de vote directement dans ce genre de situation, soit de demander ce qui est déjà pratiqué par un certain nombre de gérants, aux gérants contractuellement interdire l'utilisation du droit de vote dans les opérations de préemprunt de titre, qu'il est par ailleurs pas question de remettre en question parce que le marché en a besoin pour son bon fonctionnement, pour sa liquidité. Ça forme le premier ensemble de nos recommandations. Il y en a une dizaine. La deuxième ensemble, c'est qu'après avoir réfléchi sur cette problématique de la campagne, nous nous sommes dit, mais au fond, il y a un nombre non négligeable de situations, d'après ce qu'on a pu comprendre à travers les études qui ont été faites, où finalement, le dialogue actionnarial qui s'est engagé au départ a abouti positivement et les affaires se sont réglées.
d'accord parti entre l'entreprise et l'activiste actionnarial. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour améliorer le dialogue actionnarial, le rendre plus systématique, le formaliser dans des conditions telles que la campagne activiste, qui est en quelque sorte l'échec de la phase de dialogue, puisse se développer dans des conditions plus normales. Et donc nous avons travaillé sur l'amélioration du dialogue actionnarial. Et là, il y a principalement deux séries de thèmes qui ont été évoqués. Il y a un premier thème qui est apparu en regardant ce qui se passe à l'étranger, et en particulier au Royaume-Uni, et probablement également en Hollande, au Japon, où il existe des dispositifs de structuration du dialogue, entre guillemets, collectif entre les investisseurs et l'entreprise, ou entre les investisseurs et les entreprises. En Grande-Bretagne, c'est l'Investor Forum. Il y a d'autres dispositifs ailleurs. Et ces dispositifs permettent de pacifier en quelque sorte la relation, et en tout cas de traiter un certain nombre de sujets sans nécessairement dégager des conflits au travers de la campagne proprement dite. Donc nous suggérons que soit mieux structuré sur la place de Paris et probablement au niveau européen. Il nous semble que ce serait mieux si on pouvait arriver à le faire au niveau européen. Un dialogue institutionnel entre investisseurs et entreprises, qui pourrait d'ailleurs s'étendre à des sujets pour lesquels aujourd'hui les entreprises travaillent, même si elles travaillent avec des dispositifs de consultation un peu seuls, et qui sont tous les codes divers et variés qui régissent leur fonctionnement. Nous disons qu'un dialogue organisé entre investisseurs et entreprises permettrait probablement de résoudre un certain nombre de questions, et nous évoquons l'idée d'un code de conduite dont nous pensons qu'il pourrait avoir un caractère vertueux et qui pourrait d'ailleurs être utile dans la façon dont les gérants indiciels et les gérants collectifs prennent en compte les actions des actionnaires activistes. Si les actionnaires activistes agissaient en conformité avec un code de conduite qui aurait été accepté par tous, ceci permettrait là aussi d'introduire, entre guillemets, de bonne manière dans un rapport qui évidemment peut être parfois tendu et difficile. Et puis alors la deuxième série de recommandations que nous faisons, c'est de certaine manière d'organiser alors le dialogue individuel, faire en sorte d'abord qu'il soit obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas une campagne publique sans avoir au préalable aborder l'entreprise. C'est généralement le cas, nous disent beaucoup de fonds, mais ça n'est pas toujours le cas. Et donc, laisser la possibilité aux entreprises d'avoir connaissance des sujets et de répondre avec des délais appropriés selon la nature des questions posées devrait, à notre avis, être une règle de conduite qui s'impose à tous. Voilà. Alors, pour terminer, vous voyez que tout ceci n'appelle pas, je dirais, une sorte de Big Bang législatif dont personne ne voulait. Il y a peut-être sur tel ou tel point des dispositions législatives qui pourraient être nécessaires, mais nous sommes plutôt dans le domaine de ce que les anglo-saxons appellent la soft law et dans le domaine de la, entre guillemets, magistrature d'influence des régulateurs. Nous pensons qu'il faut que l'autorité des marchés financiers et l'ESMA puissent prendre la main sur ces sujets, clarifier un certain nombre de concepts, intervenir plus directement à travers des recommandations, éventuellement des injonctions dans la régulation du dispositif. Et donc nous appuyons beaucoup sur la façon dont les régulateurs pourraient, ce qui est leur mission, une partie de leur mission en tout cas essentielle, améliorer de ce fait le fonctionnement du marché. Ça suppose, et nous le disons, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir dit, ça suppose qu'on renforce leurs moyens, mais c'est un sujet qui n'est pas lié à l'activisme actionnarial, il est plus vaste. Moi, je pense, mais je suis conflicté historiquement, je pense qu'il est urgent de renforcer les moyens de l'AMF pour les raisons que nous disons ici,
et plus généralement parce que dans la perspective du Brexit, il me paraît essentiel que ce régulateur puisse être plus fort et disposer de plus de moyens qu'il n'en a aujourd'hui. De même que je suis, mais c'est une opinion personnelle que j'ajoute et qui n'est pas dans le sujet, je pense qu'il faut que l'ESMA devienne véritablement le hub du réseau des régulateurs européens. Et si l'on veut construire un marché intégré, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter du dispositif actuellement en vigueur. Voilà, je voudrais terminer en disant que nous n'avons délibérément pas rédigé de projets, de textes, de recommandations, etc., mais que bien entendu, le club des juristes est prêt à participer à des travaux éventuels si les autorités prennent en considération nos propositions. Et puis je voudrais terminer d'abord en remerciant Benjamin Kanovich et son équipe, et dans son équipe tout particulièrement Romain Dumont qui est ici, sans lequel rien de tout ça n'aurait été possible, car il a été la plume brillante de notre rapport, avec l'appui de deux avocats du cabinet Bredin-Pratt qui sont Myriam Eppelbaum et Thomas Sharp. Puis enfin, je voudrais surtout remercier les membres de la commission qui ont échangé, je dois dire, avec une simplicité, une amitié, une candeur qui, sur ce sujet difficile, était un atout inestimable, puisque notre rapport est un rapport parfaitement consensuel. Je vous remercie. Je suis prêt à prendre vos questions, mais je pense que Benjamin devrait être plus précis sur certaines des recommandations que nous avons faites. Merci Michel. Alors, ça n'est jamais facile de parler après Michel Prada parce que son esprit de synthèse fait que l'essentiel a déjà été dit. Mais je ferai peut-être trois remarques. La première, pour vous remercier Michel d'avoir, au nom des membres de notre commission, certains sont présents aujourd'hui, d'avoir présidé nos travaux, parce que ça nous a effectivement permis d'aboutir à un consensus alors que le point de départ et les opinions individuelles n'étaient pas nécessairement alignées. Je crois que c'est le cas sous le contrôle de ceux qui sont là. Les points de vue sur un sujet de cette nature ne peuvent pas véritablement être alignés parce que on ne peut pas dire que le débat a jusqu'à présent été très serein sur ce sujet. C'est un sujet assez difficile, comme vous le disiez Michel. C'est un sujet intéressant puisqu'il touche véritablement à la démocratie actionnariale, c'est-à-dire le fonctionnement de la société cotée dans un marché dispersé, avec des passifs, des actifs et des activistes. Donc, par définition, c'est un sujet qui n'est pas particulièrement aisé à appréhender du point de vue juridique, et avec une influence très nette, et ça a été documenté de façon scientifique, une influence très nette d'investisseurs minoritaires, puisque bien évidemment on ne parle que d'investisseurs qui prennent une participation minoritaire et qui ont une influence très forte sur tous les autres. Et donc par définition, on s'est intéressé à cette problématique. Moi, je dirais que je prendrais peut-être un sujet de principe, mais un exemple concret. Le sujet de principe, c'est qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a une égalité entre les émetteurs et les investisseurs. En termes juridiques, au plan de la régulation, il n'y a pas de capacité à imposer exactement les mêmes obligations à un émetteur, d'une part, qui est régulé par son régulateur, c'est bien normal, qui est soumis à des obligations de transparence périodiques, permanentes, et un investisseur. Ce sont deux situations juridiques différentes, deux positions différentes, et par définition, il ne s'agit pas de dire on va appliquer exactement les mêmes standards aux deux, ça serait illusoire. En revanche, notre souci a été, au plan technique, par la transparence, d'aboutir à une campagne loyale. Une campagne loyale, c'est-à-dire une campagne où chacun met les arguments sur la table, publiquement, là je parle de la campagne publique bien évidemment, ce qui veut dire que le point de départ est connu, les objectifs sont connus, les arguments sont exposés de façon claire, et donc le marché peut se positionner, puisque tous les investisseurs peuvent avoir accès à la fois à la position de l'émetteur, elle est bien connue, elle est documentée, il est très largement régulé, et on considère qu'aujourd'hui l'activiste a pris une telle place dans ces campagnes qui doit finalement mettre carte sur table sur sa position économique, ses objectifs et véritablement sa stratégie. C'est la stratégie qu'il propose à ses co-actionnaires d'une certaine manière. Donc c'est le point, je dirais, philosophique, ça n'est pas de tout régler. On ne peut pas régler une campagne et sa difficulté, sa complexité, comme vous le disiez Michel. Il s'agit pas de la règle de droit ne va pas régler si dans telle ou telle situation il vaut mieux faire aller à droite ou aller à gauche. En revanche, elle
peu encadrer ou réguler dans un certain nombre de cas la façon dont les arguments sont exposés, le niveau de détail et l'expression précise des différentes hypothèses qui ont été prises. L'exemple concret, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Michel, mais pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, c'est finalement le passage entre le privé et le public qui est le moment clé. On voit bien que c'est là qu'on passe d'une situation non régulée par le droit, a priori, un dialogue entre un actionnaire et un émetteur, ça arrive tous les jours. Les roadshows, c'est non régulé dès lors qu'on respecte un certain nombre de principes, on ne donne pas d'informations privilégiées, on respecte l'égalité entre actionnaires. On ne va pas aller au-delà de ce qui est d'ores et déjà prévu. En revanche, ce passage du privé au public est clé puisqu'il y a très peu d'actionnaires qui veulent se prendre des positions publiques fortes. De temps en temps, il y a certains actionnaires qui prennent une position sur un vote. Ils disent, non, sur tel dossier, je vote pour, je vote contre. Mais c'est très rare d'avoir un investisseur qui véritablement lance une campagne, expose des arguments et rentre dans un débat public. Et c'est ce sujet-là, donc c'est très précis, si j'ose dire, ce sujet-là qui nous a intéressés. Il ne s'agit pas de bâillonner les investisseurs, de leur dire vous ne pouvez pas vous exprimer. Ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel on s'est positionné de façon consensuelle. C'est simplement de dire, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, se pose la question de savoir si le débat est sincère, précis, transparent et loyal. Et du coup, on a examiné quand même un certain nombre de campagnes qu'on ne va pas citer, puisque, encore une fois, l'idée n'est pas de prendre des exemples sur des dossiers en particulier, ce n'est pas notre rôle, mais on a bien vu que dans un certain nombre de campagnes, on ne sait pas où est l'activiste. Est-ce qu'il a des actions, est-ce qu'il a des calls, est-ce qu'il short, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il continue à acheter, est-ce qu'il se met à vendre? On n'en sait rien. En fait, la réalité, c'est que si on est en dessous des seuils, on n'en sait rien. Bon. Ce qui ne nous semble pas, encore une fois, loyal dans le cadre d'un débat public. Dans le cadre d'un débat privé, très bien, mais dans le cadre d'un débat public, il est logique de savoir si à tel niveau de cours, l'activiste s'est mis à vendre ou au contraire continue à acheter. C'est même un élément très important pour le marché. Et puis, quelqu'un qui a des options n'est pas du tout intéressé de la même façon que celui qui a acheté en dur des actions et qui est donc aligné avec tous les autres actionnaires. Ça, c'est un exemple précis de notre demande, enfin notre souhait de transparence sur la position économique ab initio, donc au moment de la sortie publique, et puis dans le courant du déroulement de la campagne. Et je dirais, les autres sujets vont dans le même sens, c'est-à-dire on a le droit de dire qu'une entreprise devrait vendre telle et telle filiale, ou devrait fusionner, ou devrait améliorer sa productivité. C'est tout à fait possible, on peut prendre cette position. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de l'interdire, bien évidemment, mais simplement, quand on prend cette position, on met carte sur table, on expose les arguments, les hypothèses sous-jacentes, les conséquences qu'on en tire économiquement. Quand on donne certains activistes peuvent donner un objectif de rentabilité, un objectif de cours. Ça nous semble logique que l'activiste, du coup, se positionne clairement sur les raisons pour lesquelles il considère que c'est possible, que les hypothèses économiques qu'il a prises, et on est allé un tout petit peu au-delà, je prends un dernier exemple et après je m'arrête, sur la question tout de même de l'intérêt social, parce que l'émetteur, lui, est obligé d'intégrer l'intérêt social. L'émetteur, depuis toujours, si j'ose dire, mais en fortiori depuis la loi Pacte, il doit intégrer une dimension non économique. Il ne doit pas hiérarchiser entre l'un et l'autre, c'est à lui de faire cette hiérarchie, mais en tout cas, il doit le faire. Et il nous semble logique qu'un activiste qui propose des mesures précises, je dirais, se mettent un instant dans les chaussures de l'émetteur et prennent cette position en prenant en compte l'intérêt social dans sa globalité et sa complexité. Ensuite, il ne s'agit pas de dicter une conduite à tel ou tel, ou d'empêcher de parler ou de s'exprimer. On peut prendre des positions où on hiérarchise l'intérêt économique par rapport aux autres enjeux, mais si on le fait, on doit l'exprimer de façon claire et transparente. Bien, merci beaucoup. Je pense que le moment des questions est venu et nous essaierons d'y répondre, si vous en avez. Toujours difficile de démarrer. Oui, je vous en prie. Je vais peut-être vous demander de vous présenter, si on ne se connaît pas nécessairement tous. Je suis journaliste, l'idée de plateforme de dialogue, dans votre idée, il y a une nature d'actionnaire qui serait éligible à ce type de plateforme,
Est-ce qu'il faudrait des déclarations de seuil et d'intention pour participer à ce type de plateforme? Les plateformes que vous avez pu comparer en Europe, est-ce qu'elles ont des divergences d'approche en la matière? On regrette quand on représente un journal dédié à l'actionnariat individuel la difficulté de dialogue avec les entreprises, notamment l'Assemblée générale qui n'a plus rien à voir avec un véritable échange sur la stratégie des entreprises. Donc cette mise en place de forums de discussion est une piste intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des différences de nature entre les différents actionnaires à mettre en place selon vous? Je vais laisser Benjamin répondre de manière plus précise. On n'a pas dessiné une proposition articulée. Il nous paraît assez clair qu'on devrait probablement essayer d'avoir à la fois les organisations de gestionnaires, les associations professionnelles qui réunissent les gestionnaires, probablement les grands gestionnaires qui devraient, s'ils le souhaitent, participer à ce genre de manœuvre. Le problème de l'actionnariat individuel, c'est que par définition et pour des raisons tout à fait pratiques, on peut difficilement imaginer le référendum populaire sur des sujets de cette nature. Donc on est obligé de trouver des intermédiaires. Et ces intermédiaires, c'est soit des gérants, soit des organisations de gérants. Mais je n'irai pas plus loin. Je ne sais pas si Benjamin, qui a étudié ça plus que moi, en réalité, a peut-être des idées plus précises. Ça n'est pas tout à fait un sujet juridique, en fait. C'est la raison pour laquelle on n'a pas proposé de mesure. C'est un sujet finalement assez pratique. Quelle est la bonne organisation pour ce dialogue collectif, ce qui n'existe pas vraiment en France. Il faut reconnaître que ce sont les Anglais qui ont véritablement cet organisme issu de l'Investment Association, devenu Investor Forum, et puis il y a d'autres places évidemment qui ont établi des organismes similaires, non régulés. Ce sont des organismes privés. Ça nous a semblé une piste intéressante au sein de la commission, mais avec une idée très claire on ne peut pas faire de copier-coller. On ne peut pas dire voilà ce qui se passe à Londres et puis on va faire exactement la même chose à Paris, ça va marcher très bien. Ça ne marchera pas de la même façon. D'ailleurs, les Américains nous ont dit exactement la même chose. L'Investor Forum aux États-Unis, ça ne marcherait pas parce que ça n'est pas la culture, ça n'est pas la façon dont le marché fonctionne. Donc on ne peut pas imposer de l'extérieur une organisation aux actionnaires. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de dialogue collectif, d'engagement, c'est un anglicisme, mais d'engagement collectif. Ça, c'est intéressant. On voit bien que de temps en temps, des actionnaires qui sont seuls, qui ont une place seule, qui est relativement modeste, peuvent se dire on va se joindre ensemble s'organiser ensemble pour avoir un dialogue collectif avec l'émetteur. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que ça oblige au consensus. On ne peut pas simplement prendre une position individuelle et puis la défendre et tenir bec et ongle. L'engagement collectif, c'est bien ça. C'est se dire je vais échanger avec d'autres actionnaires pour essayer d'avoir une proposition commune et puis dialoguer avec l'émetteur. Alors, ça a permis effectivement, comme le disait Michel tout à l'heure, de dégonfler un certain nombre de situations, de crises, en amont ou parfois en aval, dès lors que la crise était publique. On ne peut pas dire que ce soit complètement conforme à la tradition française, donc pour ça on l'a évoqué de façon générique pour discussion avec les organismes de place, et ça pose pour un certain nombre d'actionnaires la question, peut-être pas pour les actionnaires individuels, mais pour les investisseurs institutionnels, ça pose la question de l'action de concert. Donc évidemment, on pense que l'idée d'institutionnaliser ce dialogue peut avoir un certain nombre d'intérêts, c'est-à-dire de faire exprimer une position collective sans nécessairement avoir des discussions qui sont confidentielles. Il faut assumer le caractère public d'une situation et puis d'essayer de faire émerger un consensus. Si je peux me permettre juste un point sur ce qui est intéressant, mais là aussi ça montre des pratiques et une culture très, très particulière, c'est le fait que ce n'est pas nécessairement des sujets complètement généraux et que dans certaines hypothèses,
les investisseurs se mettent d'accord pour avoir ce qu'ils appellent un lead investor qui va porter le dialogue. Et donc, ça devient un peu plus opérationnel et ça devient éventuellement bilatéral, mais organisé dans des conditions telles qu'on n'est pas dans le concert et on est dans une relation de bonne pratique. Si je peux me permettre une seconde question très rapide, est-ce que la recommandation ou la possibilité de créer un registre, comme il existe un registre du lobbying avec une obligation de transparence entre les entreprises et les lobbies, ou un registre à la manière des transactions de dirigeants pour les entreprises auprès de l'AMF quand il intervient, est-ce qu'il faudrait une obligation de transparence des investisseurs, quelque chose dans un registre public, de façon à avoir beaucoup plus de lumière et la transparence que vous évoquiez tout à l'heure, avant même qu'une campagne existe? On serait effectivement très en amont dans le dialogue naturel entre un investisseur institutionnel, quel qu'il soit, et l'entreprise, l'émetteur. Enfin, moi, je ne peux pas répondre à cette question que nous n'avons pas abordée, donc, et qui est, à mon avis, très, très délicate. Moi, je rebondis un peu sur ce que Benjamin a dit tout à l'heure, à savoir que notre objectif n'est pas de réguler tous les investisseurs. Il y a des règles sur les façons dont se comportent les gens sur le marché. Notre objectif, c'est, vous l'avez compris, d'intervenir à partir du moment où l'actionnaire s'engage dans l'action publique. Alors, peut-être que votre question pourrait s'examiner à cette occasion-là, mais quand vous dites très en amont, j'imagine mal qu'on ait un espèce de registre des investisseurs dans lequel tous les investisseurs devraient se positionner pour savoir s'ils envisagent d'avoir des rapports avec l'entreprise. Ça me paraît très difficile à gérer. Sans aller jusqu'à l'intention, mais chaque année ou chaque trimestre ou chaque semestre, dire il y a eu un contact avec l'émetteur. Je ne peux pas en débattre ici, c'est un sujet dont nous n'avons pas parlé dans la commission. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Peut-être le micro là-bas. Attendez, on va vous donner le micro. Oui, pardon, donc François Fourmouatano, Lazare. J'étais intéressé par la recommandation 10 en particulier sur l'action de concert. Voilà, je voulais vous demander si on pouvait approfondir un petit peu ce que vous aviez envisagé à cet égard, parce que c'est vrai que ce qu'on constate en pratique est peut-être une lacune du système aujourd'hui, c'est qu'il y a une information un peu lacunaire sur la notion de meute et les groupes constitués par des activistes et les coalitions formées autour d'activistes dont finalement l'émetteur n'a aucun moyen d'avoir connaissance. Le sujet que tu évoques effectivement est important. On a essayé de le traiter en appelant l'ESMA une clarification, parce que c'est vrai que l'action de concert dans les packs d'actionnaires, on ne peut pas dire que c'est complètement clair, mais en tout cas, il y a un corpus de règles, pas toujours facile à appliquer, mais en tout cas, elles existent et on peut se positionner. Le parallélisme de comportement, les confrères qui sont là le savent aussi bien que moi, c'est un vaste sujet. Est-ce qu'on peut requalifier un parallélisme de comportement en action de concert, les contacts confidentiels, les accords parfois secrets? Comme tu le dis, ça pose un problème de preuve déjà, avant même d'avoir un problème de règle de droit, ça pose un vrai problème de preuve. Donc pour l'émetteur, c'est une question importante, mais ça pose en tout état de cause une question de principe qui est que les régulateurs ne se sont pas véritablement positionnés sur cette question-là, sauf à l'occasion de dossiers, mais qui sont parfois des dossiers très spécifiques avec des circonstances factuelles qui sont
dire, uniques et pour lesquels une pratique décisionnelle aura beaucoup de mal à être identifiée sans que le régulateur pose un certain nombre de principes sur la table. Donc c'est ce qu'on propose. Nous, on n'est pas là, encore une fois, à dire il faut absolument réformer l'action de concert. L'action de concert, la règle existe. Elle a été d'ailleurs communautarisée pour une grande partie, comme vous le savez. L'idée simplement est de dire, sur un sujet de cette nature, il nous semble que l'ESMA, qui s'est positionné sur les packs d'actionnaires, pourrait en tout cas se positionner sur la question du parallélisme de comportement pour, comme tu le suggérais, mettre un tout petit peu d'ordre dans cette question. Oui, je vois deux questions. Attendez, on va vous donner le micro. Bonjour, Frédéric Pelletier. Je voudrais savoir s'il y a des statistiques ou un moyen de mesurer l'impact du prêt de titres dans le vote lors des assemblées, parce que je crois que j'ai l'impression que c'est quand même une boîte noire. On n'arrive pas à savoir si ça a une influence réelle ou pas. Est-ce que vous avez eu accès à des... Non, vous avez raison. Enfin, on a eu accès, non, parce que je crois qu'il n'y a pas de données. Et ceux à qui on en a parlé, qui devraient ou qui pourraient avoir ces données, ne les ont pas. Donc je crois que malheureusement, comme vous le dites, c'est une boîte noire. On ne sait pas si le prêt-emprunt est vraiment utilisé. On a des suspicions. On peut en avoir. Mais pour l'émetteur, il faut remonter parfois une chaîne de détention extrêmement compliquée, parce que le prêt de titre n'est pas toujours effectué en France, il n'est pas toujours en accès direct. Il y a très peu de notifications de prêt de titre en amont des assemblées générales, alors que c'est pourtant la règle qui la prévoit dans le Code de commerce. Et donc c'est une question assez difficile, comme le disait Michel tout à l'heure. Elle n'est pas nouvelle, elle a plus d'une décennie. Ça fait plus d'une décennie qu'on se pose la question de savoir si celui qui a emprunté peut être considéré comme un vrai actionnaire. Juridiquement, c'est un vrai actionnaire. C'est choquant, mais c'est la réalité juridique aujourd'hui du prêt de consommation. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ça peut être une technique qui peut faire basculer une assemblée générale. C'est ça qui nous pose effectivement un problème. Seulement, légiférer sur le sujet nous semble extrêmement compliqué pour toute une série de raisons juridiques, techniques, parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles finalement on n'est pas, entre guillemets, un actionnaire qui a complètement les mêmes motivations que les autres, parce qu'il peut y avoir des techniques de hedging, des techniques qui aboutissent finalement à la même situation. On est actionnaire, mais on s'est complètement couvert à la hausse et à la baisse. Et là aussi, on pourrait dire, vous n'êtes pas un vrai actionnaire, vous ne devriez pas voter. Donc ce débat est sans fin. Celui qui a acheté les actions la veille, celui qui va les détenir sur le long terme, c'est un débat qui est extrêmement compliqué à régler. Donc nous avons humblement, dans notre commission, proposé une façon assez simple de le gérer, qui est de dire, comme à l'image de grands institutionnels qui nous ont confirmé que dans leur contrat type, ils ont cette disposition. Donc on ne l'a pas inventé, on s'est inspiré des auditions. Prévoir que celui qui a emprunté les titres ne vote pas. Et ça permet pratiquement, parce que les titres viennent bien de quelque part, donc ils viennent des grands institutionnels. Pratiquement, on pense que ça pourrait régler la question du prêt-emprunt en assemblée. Mais la question, c'est qui voterait? Si celui qui a emprunté les titres ne vote pas, c'est celui qui les a prêtés qui peut voter. Donc ça veut dire que... Oui, mais c'est mieux de ne pas. C'est préférable de ne pas. Non, oui, non, vous avez raison. On peut pas. Non, vous avez raison. Ils ont aussi des clauses, mais il y a deux mécanismes. Mais il y en a un qui est plus coûteux que l'autre. Ils ont des clauses qui leur permettent de rapatrier les titres avant les AG. Donc ça existe aussi. Mais on peut pas l'imposer parce que ça met fin au prêt. Ça a un impact économique que l'institutionnel ne veut pas toujours supporter, puisque lui, il y a un bénéfice économique. Il y a un coupon, il y a un intérêt qui est payé. Donc on aurait pu dire rapatrier systématiquement les titres avant les AG, ça aurait pu être une optique, mais je crains que ça ce soit illusoire, parce qu'il y a un intérêt économique fort à garder le prêt en l'état. À tout le moins, l'emprunteur qui ne vote pas permet de ne pas avoir une situation où on se retrouve avec des gens qui votent, alors que véritablement il n'y a aucun intérêt économique dans l'entreprise. Bruno de Roulac, la GFI. Comme dans le rapport Woerth, vous n'évoquez absolument pas le rôle du Conseil et des administrateurs.
Pourtant, si les activistes interviennent, c'est souvent qu'ils considèrent que les administrateurs n'ont pas fait correctement leur travail pour challenger la direction. Pourquoi vous ne proposez pas des recommandations propres aux administrateurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas des modifications, de nouvelles exigences? Pourquoi ce sujet n'est pas abordé? Je m'exprime à titre personnel. Nous n'avons pas, à travers ce sujet, essayé de réformer le fonctionnement des entreprises cotées. Nous nous sommes centrés sur un sujet qui était l'activisme actionnarial et nous l'avons ciblé sur la partie campagne publique. Que les actionnaires activistes aient parfois raison de mettre en cause telle stratégie, telle gouvernance, tel engagement individuel, telle dynamique ou absence de dynamique d'un board, c'est fact of life, c'est normal et ça n'a pas en soi de... Ça ne peut pas nous conduire à dire pour résoudre le problème de l'activisme, il faut que nous réglementions le fonctionnement des conseils d'administration. Elle se pose de manière plus générale, mais elle ne se pose pas uniquement parce qu'il y a des campagnes activistes. La gouvernance des entreprises, leur raison d'être, l'organisation de la gouvernance, dual ou moniste, les administrateurs indépendants ou pas indépendants, etc. Ce sont des sujets majeurs, centraux. Nous ne les avons pas abordés, donc je ne vous réponds pas sur ce sujet parce que nous n'en avons pas du tout parlé. Voilà, c'est pas... Si vous voulez, on n'allait pas prendre le fil, on aurait pu éventuellement prendre le fil et en s'appuyant sur les critiques que font d'une manière générale les actionnaires activistes, réformer l'ensemble du marché. Non, ce n'est pas ce que nous avons fait. Je ne dis pas que votre question n'est pas pertinente, mais elle n'est pas dans notre champ. Non, peut-être deux compléments, parce que la question se pose évidemment sur une campagne donnée, le rôle des uns et des autres, la position des uns et des autres. C'est pas on n'est pas juge de paix des campagnes activistes en France. On peut pas, évidemment, on a abordé ça sous l'angle juridique, c'est notre rôle. Il y a tout de même un élément qui est proche de votre préoccupation qu'on a traité, qui est le dialogue actionnarial. Donc ça, c'est véritablement pour nous une des clés du débat, qui est de parler avec ses actionnaires avant pour éviter cette crise, cette poussée de fièvre qui est une campagne activiste, et pendant la campagne activiste, bien évidemment, garder le lien avec les autres actionnaires. Ça, c'est tout de même la clé. Et le Conseil, à cet égard, joue un rôle fondamental. C'est lui qui donne le là de la position de la société. On ne s'est pas intéressé au sujet, comme le dit Michel, au plan de nouvelles règles, mais en tout cas, dans le dialogue actionnarial, dans le bilatéral ou collectif, comme c'était évoqué tout à l'heure, le Conseil va jouer un rôle fondamental. Et deuxième remarque que je souhaitais faire, c'est qu'il y a un autre rapport du Club des juristes, et une commission dans laquelle j'ai participé il y a 2 ans, je crois, qui était présidée par Bertrand Fage, professeur de droit, qui s'est intéressé au rôle du Conseil précisément dans ce dialogue actionnarial, qui est de savoir dans quelle mesure les indépendants, les référents, les présidents non exécutifs, puisque vous posez la question finalement d'un conflit dirigeant-membre du Conseil, qui était une question qui peut se poser, on ne va pas la nier. Cette question a été traitée dans un autre forum, et effectivement, dans certains cas, il est recommandé que le Conseil puisse prendre une part plus forte à cette discussion avec les actionnaires. On peut pas le faire de façon systématique, par définition, chacun dans son rôle, les dirigeants dans leur rôle, le Conseil dans son rôle. Mais effectivement, dans un certain nombre de cas, on voit bien que ça relève plutôt du Conseil, plutôt que du dirigeant en particulier. Oui. Bonjour, donc Odile Debrosse de la FEP. Je regarde dans la recommandation numéro 8 avec une critique sur l'élaboration du code de gouvernement d'entreprise qui pourrait également être examiné afin d'assurer la plus large acceptation possible de la part des investisseurs. Je rappelle effectivement que dans l'élaboration du code AFEP-MEDEF, nous faisons une consultation publique qui est on ouvre un site dédié, tout le monde peut répondre, y compris à l'étranger. Je n'ai pas les statistiques en tête puisque je suis prise un petit peu au dépourvu, je n'avais pas vu cette recommandation, mais il me semble qu'il y avait relativement peu de réponses émanant d'investisseurs.
Et donc, je trouve un petit peu étonnant qu'il y ait des critiques de la part d'investisseurs qui, par ailleurs, font une politique de la chaise vide. Donc, c'est un petit peu étonnant. Donc, je crois me souvenir, il y avait Amundi, ça c'est sûr, il y avait peut-être un ou deux Proxim, enfin, on n'avait pas tous les grands investisseurs qui ont répondu à des consultations. Par contre, on a un dialogue très régulier avec l'AFG. Et je me souviens qu'ils avaient soutenu tout à fait les recommandations du code AFEP-MEDEF. Voilà, donc je suis un tout petit peu étonnée parce qu'il nous semble qu'on prend très largement en compte, d'abord on lance cette consultation publique et bien entendu chaque réponse est examinée, fait l'objet d'une synthèse. La synthèse est rendue publique, c'est le professeur Fage qui l'a fait au cours des 2 dernières révisions. Voilà, donc finalement, qu'est-ce que vous avez souhaité dire ? D'abord, nous n'avons pas porté de critique, ce n'est pas notre rôle et ce n'était pas notre propos. Je pense que la proposition, paradoxalement, vous l'avez interprétée peut-être à raison de vos fonctions comme une critique de la manière dont les choses se passaient, c'est plutôt un encouragement dirigé vers les investisseurs. C'est-à-dire que, et là j'ai des souvenirs qui sont les mêmes d'une certaine manière que les vôtres, ça a toujours été plus difficile d'une certaine manière de dialoguer avec les investisseurs que de dialoguer avec les émetteurs. Sachant qu'à titre personnel, j'ai toujours pensé que cette distinction était parfois un peu abusive parce qu'il arrive que les émetteurs soient investisseurs et que les investisseurs soient émetteurs. Mais dans la théorie, c'est vrai qu'on a toujours eu un tout petit peu plus de mal à regrouper, c'est un problème de démocratie, hein. On a toujours eu un tout petit peu plus de mal à regrouper les investisseurs et organiser le dialogue entre eux qu'à dialoguer avec des structures beaucoup plus homogènes comme celle que vous évoquez. Donc en fait, cette invitation, d'ailleurs, elle est en gras dans le rapport que vous avez sous les yeux. On les invite à essayer de se regrouper entre eux. Et à partir de ce moment-là, si nous sommes suivis, c'est-à-dire s'il y a une dynamique de place par laquelle une forme d'organisation de la fonction investisseur émerge, à ce moment-là, nous pensons que la qualité du dialogue collectif peut être améliorée par une meilleure coopération. Mais voilà, je crois que s'il faut l'interpréter dans ce sens, et pas du tout en sens contraire. C'est les 2 invitations que nous faisons aux investisseurs à travers la référence à un dispositif de place, d'une part inspiré ou semblable à l'Investor Forum, et d'autre part cette référence ici à un regroupement des investisseurs, vont dans le même sens et participent de cette idée de mieux organiser, de mieux pacifier ou de mieux polisser le rapport entre investisseurs et émetteurs et entreprises. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Merci beaucoup. Merci.